elle est maître de conférence à Télécom Paris, maître de conférence spécialisée dans les systèmes d'information. Je l'accueille immédiatement. Chère Laure, you are welcome. Voilà, bienvenue. Alors, de quoi vous avez parlé? De l'open source. De l'open source, de l'infrastructure digitale et des enjeux des relations firmes et projets open source. Bon, je vous laisse introduire ce sujet et je vous retrouve tout à l'heure. Si j'ai des questions, peut-être, j'en poserai une. Donc, je peux passer là les slides. Okay. Donc, la présentation que je vous fais aujourd'hui est basée sur les premiers résultats d'une étude d'un projet de recherche franco-australien qui a été financé par le fonds Critical Digital Infrastructure Research des Ford et Sloan Foundation. Et donc, je vais vous présenter les presque derniers résultats. Donc, quel est le contexte de cette recherche? Pourquoi on a fait cette recherche? On s'est intéressé en fait aux entreprises et à la production collaborative open source de ces entreprises. Comment ces entreprises collaborent à l'open source. Donc, il faut rappeler un petit peu le contexte historique. L'open source était une logique un peu marginale jusqu'à ce qu'elle s'institutionnalise au point de devenir la base de l'infrastructure digitale de l'Internet aujourd'hui et que finalement toutes les entreprises aujourd'hui utilisent ces logiciels open source comme standard, Linux, Apache, Mozilla, etc. Ce phénomène d'institutionnalisation, il se fait selon un premier processus. IBM qui investit dans Linux pour contrer son concurrent Microsoft qui refusait vraiment l'open source à cette période-là. Et petit à petit, une institutionnalisation qui fait que les entreprises IT acceptent finalement les licences open source, l'éthique des hackers, etc. Et en 2008, même Microsoft est complètement converti à l'open source puisqu'il rachète GitHub. Et l'ensemble des entreprises, aujourd'hui, 85% du code de Linux est produit par des employés d'entreprises. Donc, dans l'open source aujourd'hui, on a un travail et des organisations bénévoles d'un côté, mais qui coexistent avec un travail rémunéré et des entreprises commerciales. Et nous, on s'est posé des questions autour de cette participation des firmes à l'open source. Donc ces questions, elles sont autour de 4 thématiques. Quelles sont déjà les entreprises qui rémunèrent les développeurs? Quelles sont les formes de relations firme-projet? Quel est l'impact finalement de l'implication de ces firmes sur l'autonomie et la pérennité des projets open source? Comment ça les transforme? Et finalement, l'écosystème open source, est-ce qu'il est en train de changer? Et quel impact ça peut avoir sur l'industrie de l'IT elle-même? Donc nous, ce qu'on a essayé de faire, en fait, c'est une cartographie qu'on a jugée nécessaire parce que, en fait, les questions d'argent, elles sont tabous. Et c'est un phénomène qui est un petit peu invisible, cette rémunération d'employés pour travailler sur l'open source. Donc des questions d'argent tabou et une peur aussi que le code soit produit pour de mauvaises raisons, donc on en parle assez peu. Donc nous, comment est-ce qu'on a monté notre recherche? On s'est d'abord demandé quelles étaient les firmes qui s'impliquaient dans la production open source. Donc là, on a fait une collecte d'adresses email des contributeurs à 135 repositories GitHub pour essayer d'extraire les firmes qui sont les plus représentées. Donc c'est une analyse un peu quantitative. Ensuite, on s'est demandé comment se positionnent les firmes, les fondations, les développeurs dans ce tableau. Et donc on a réalisé des ethnographies à 3 conférences. L'Open Source Summit à Lyon, l'European Open Source Summit à Lyon, le Paris Open Source Summit à Paris et le FOSDEM à Bruxelles, où on a fait des observations et on a analysé les discours. Et là, on est en train de se demander aussi comment se positionnent les projets par rapport au travail rémunéré, à l'implication des firmes dans les projets open source. Et on va faire des analyses textuelles sur des listes de diffusion de Linux et de Mozilla qui peuvent avoir des valeurs différentes. Donc je vais vous présenter les deux premières phases de cette étude. Donc tout d'abord, les projets open source sur GitHub.
Pourquoi on a choisi GitHub? Parce que c'est la première plateforme d'hébergement de logiciels au monde, open source, et elle est très populaire auprès des développeurs, donc open source. Alors, comment est-ce qu'on a choisi les repositories GitHub? On a choisi ceux qui étaient finalement les plus actifs. Donc, à travers le GitHub Octoverse Report, on a regardé le nombre de contributeurs. À travers les enquêtes de Stack Overflow, où on a regardé les meilleurs votes de la part des répondants à l'enquête. Et puis sur GitHub, on a essayé de sélectionner les 20 thèmes qui ont le plus grand nombre de repositories et regarder les plus actifs. Voilà comment on a sélectionné 135 projets GitHub. Et donc on a essayé de regarder quels étaient les contributeurs à ces projets. Donc on s'aperçoit qu'en fait, sur les 100 premiers types de contributeurs, qu'est-ce qu'on a? On a les firmes, c'est-à-dire qu'on a 41 contributeurs, parmi les 100 premiers contributeurs, 41 sont payés par des firmes, 20 n'ont pas d'affiliation, en tout cas on n'a pas pu la trouver à partir de leur adresse, et 19 font partie de projets FOSS, 19 sont des développeurs individuels. Voilà, donc vous avez aussi la liste des licences, mais je ne vais pas m'attarder là-dessus. Donc voilà quels sont les types de contributeurs. On s'aperçoit que les firmes sont les plus grands contributeurs. Enfin, en tout cas, les plus grands contributeurs sont payés par les firmes. Ensuite, on s'est interrogé aux projets et aux licences les plus actifs. Alors, quelles sont les 20 firmes les plus actives en commits? On a Microsoft, on a JetBrains, on a Google, on a Red Hat, on a Apple, vous avez la liste, on a Facebook. On s'aperçoit qu'il n'y a pas Amazon, voilà, donc ça nous a intéressés. Les projets, quels sont-ils? Les projets sont soit des projets initiés par les entreprises elles-mêmes, que ce soit Microsoft, que ce soit Google, etc. Soit ce sont des projets de type Linux qui sont vraiment issus de la communauté. Donc voilà les projets les plus actifs. Alors, quelle est la proportion de contribution des firmes à ces projets? On s'aperçoit que, par exemple, on a 85% des commits dans Microsoft Doc Azure qui sont réalisés par des développeurs qui sont payés par les firmes. 73% chez Linux, 54% chez Kubernetes, 78% chez .NET, etc. Alors, effectivement, dans certains cas, quand le projet est sponsorisé par l'entreprise, c'est assez normal. Mais dans le cas de Linux, c'est déjà plus intéressant. Alors voilà, donc ça c'était pour l'aspect quantitatif. Maintenant, je vais me pencher sur la deuxième partie qui se voulait un petit peu plus qualitative, où on avait ces chiffres-là. Alors ces chiffres, ils ont été un petit peu critiqués parce qu'on nous a dit mais pourquoi uniquement GitHub? Parce qu'en fait, il y a d'autres endroits où on peut contribuer et donc effectivement, tout le monde n'est pas représenté. Oui, c'est vrai, et d'ailleurs, on est en train d'améliorer un peu la recherche pour essayer d'aller chercher des choses un peu plus fines et de voir peut-être un peu plus qui contribue, puisque là, on a pris évidemment les projets qui avaient le plus de succès. D'accord? Donc il peut y avoir un biais et on en est conscient. Donc ce qu'on a essayé de voir aussi, on a essayé donc de faire des ethnographies à 3 salons. Alors pourquoi est-ce qu'on a pris ces 3-là? Parce qu'il y en a un qui nous paraissait relativement commercial avec la présence des gros acteurs de l'IT, donc le European Open Source Summit à Lyon. Un autre qui est plus orienté développeur, c'est le FOSDEM à Bruxelles. Et puis le Paris Open Source Summit qui nous paraissait mélanger un petit peu les deux. Donc 3 conférences au public très différents. Alors la première chose qu'on a faite, c'est une analyse factorielle des correspondances, vous allez le voir, je vais vous montrer, sur l'ensemble des résumés des interventions de Lyon et de Bruxelles. On ne les avait pas pour Paris, c'était un contexte un petit peu perturbé par les grèves, etc. Donc on ne l'avait pas pour Paris, donc on l'a fait sur ces deux types de publics, qui sont assez opposés d'ailleurs. Et qu'est-ce qu'on a fait ensuite? On a fait une ethnographie et une analyse de discours donc sur les salons eux-mêmes, où on a assisté à des conférences, on est allé sur les stands, on a discuté avec eux, etc. etc. Alors, tout d'abord, l'analyse des résumés de conférences. Alors, on s'aperçoit qu'il y a à peu près 3 lexiques. Un lexique, vous allez voir à droite,
3 lexiques qui sont assez techniques sur les stratégies technologiques autour du cloud. Alors là, il faut que vous me croyiez un peu sur parole parce qu'effectivement, on ne voit pas bien les nuages de mots, j'en suis désolée. Mais bon, ça parle de Kubernetes, etc. Ensuite, tout ce qui concerne l'informatique embarquée et tout ce qui est conception du code et langage informatique. Donc c'est ce que vous voyez à droite. Et à gauche, vous voyez apparaître quelque chose qui nous intéresse donc un tout petit peu plus, même si on s'intéresse aussi aux aspects techniques et on les écoute, sur les marchés, les organisations et la régulation des activités open source. Et donc nous, on a cherché à un peu plus se focaliser là-dessus. Qu'est-ce qu'on trouve si on fait des sous-lexiques de cette thématique-là? On trouve 3 champs lexicaux. On trouve d'abord tout ce qui concerne le business open source, avec tout ce qui concerne l'industrie, le business, la stratégie économique, et avec des mots tels que qui sont liés à la professionnalisation, des discours qui sont corporate et qui montrent que ces discours corporate ont été intégrés par l'open source. On a aussi un champ lexical autour de la communauté, avec finalement la façon dont les relations professionnelles sont réalisées, l'organisation des firmes et des projets, donc tout ce qui concerne les formes de collaboration, les équipes, les programmes, les OSPO, les formes de gouvernance, et aussi un champ autour de la diversité, donc hommes, femmes d'un côté, et puis aussi en termes de type de personnes, d'origine ethnique, etc., etc. Et enfin, le dernier, qui est un champ lexical autour du contrôle et de la privacy, donc avec des aspects juridico-politiques et des mots comme la domination, la protection, la régulation, les licences, le GDPR, ce que le gouvernement doit faire. Et puis, un autre aspect technique sur les données personnelles, sur la façon dont ces données sont exploitées, etc. Donc ça, c'est un peu ce qu'on a vu, c'est les premières choses qui remontent de cette analyse qu'on a réalisée sur effectivement les résumés. Donc ça, c'est la première chose qu'on a faite. Et ensuite, donc, on est allé sur les stands, on est allé aux conférences, on a assisté à un certain nombre de conférences, on a discuté avec les intervenants. Et donc, quels sont les éléments saillants de cette ethnographie? On voit, alors, ça va être un petit peu schématique, d'accord? Ça va être un petit peu binaire. Mais nous, ce qu'on aperçoit, c'est finalement une opposition entre les grands acteurs de l'IT, et principalement les GAFAM, alors Amazon n'est pas vraiment dedans, et les fondations qu'on a appelées, nous, de type 501c6, qui sont des fondations non-profit, mais qui ont une forme de consortium industriel. Et on pense là à Linux, à Eclipse, qui finalement organisent les interactions entre des concurrents qui sont au sein de ces fondations-là. Et d'autre part, donc c'est assez, voilà, c'est un discours des grands acteurs et de ces fondations-là qui s'opposent dans un certain sens à des petites entreprises de l'écosystème open source qui seraient plutôt cette fois les éditeurs open source, les ESN, certaines ESN, et des fondations de type, nous qu'on a appelé 501c3, qui sont plutôt des fondations comme Debian, Mozilla, The Document Foundation, qui sont elles aussi non-profit, mais plutôt de type association loi 1901, un peu comme chez nous. Alors finalement, il y a une opposition sur une articulation de leur discours et de leur positionnement autour d'un triptyque de trois thématiques. Les business models d'une part, le lien entre l'infrastructure digitale et le marché de la donnée d'autre part, et enfin les relations entre les firmes et la communauté. Donc ça, ce sont les 3 éléments autour desquels s'organise finalement cette opposition et qui ont évidemment un lien entre elles. Alors la question des business models. Alors là, on trouve une opposition assez claire en fait entre les grands acteurs de l'IT et donc les fondations de type Linux et les autres acteurs de l'open source. Parce que finalement, si on écoute les grands acteurs de l'IT, alors ils le disent de façon assez différente, mais en gros, ce qu'ils disent, c'est qu'il n'existe pas de business model open source. Voilà, il n'y a pas de business model open source, il ne faut pas parler vraiment de business model open source. L'idée, qu'est-ce que c'est?
L'idée, finalement, c'est juste de réduire des coûts de développement de l'infrastructure en mutualisant ces développements, d'accord, pour créer la meilleure infrastructure possible qui soit ouverte. Donc, il n'y a pas de business model. Et par conséquent, la question du paiement des employés contributeurs, en fait, elle n'est jamais, ou vraiment très rarement abordée. C'est-à-dire qu'elle est non problématique. Donc on s'est demandé pourquoi elle était non problématique. Et en fait, on s'est rendu compte qu'elle était non problématique parce que finalement, les corps développeurs, donc les gens qui s'investissent, ils sont financés par des ressources assez immenses qui finalement sont dégagées par les autres activités rémunératrices de ces entreprises-là. On va en parler tout à l'heure, mais ça a un lien avec le capitalisme de la donnée. D'un autre côté, on a les autres acteurs de l'open source et des fondations de type Debian, Mozilla, The Document Foundation, qui, eux, ont un discours qui est largement structuré par la question de la soutenabilité de l'open source, la question de la sustainability. C'est-à-dire que tous parlent de la difficulté à trouver des sources de revenus pour des activités centrées, attention cette fois, sur la production de l'infrastructure open source, parce que leur business model, il est sur la production de l'infrastructure open source, et leurs revenus viennent de ça, et pas d'autres activités d'exploitation de données. Donc finalement, qu'est-ce qu'on voit? On voit une question récurrente et explicite des ressources et de la rémunération des corps développeurs. Comment on arrive à monter une entreprise à partir d'un petit projet pour qu'elle soit soutenable dans l'écosystème open source. Donc ça, c'est la question des business models qui opposent ces différents acteurs. Alors, on parlait tout à l'heure d'activités rémunératrices, etc., etc. Cette activité rémunératrice, quelle est-elle? C'est le capitalisme de la donnée. Et donc, ces acteurs font différemment le lien entre l'infrastructure digitale et le capitalisme de la donnée. Comment font-ils différemment le lien? En fait, les grands acteurs de l'IT mettent l'accent sur l'infrastructure digitale et ils ne mentionnent pas, en fait, il n'y a pas de discours sur le marché de la donnée. Ils ne parlent que de l'infrastructure digitale, en fait. Alors, l'infrastructure digitale, quel est le lien entre l'infrastructure digitale et le capitalisme de la donnée? Pour avoir un marché de l'exploitation de la donnée, il faut avoir une grande quantité de données, en volume, en variété, et donc il faut être un gros acteur pour pouvoir agréger ces grandes quantités de données. Et donc, bien évidemment, la performance de ces services, elle va dépendre de l'infrastructure digitale. Donc ça, c'est pour les grands acteurs de l'IT. En revanche, du côté des petits acteurs de l'open source et des autres types de fondations, là, on met vraiment l'accent sur ce data capitalisme et on dit, mais il y a un risque de domination du marché de la donnée par ces quelques acteurs qui contrôlent finalement maintenant l'infrastructure digitale. Alors ces grands acteurs, comment ils en parlent? Ils en parlent sur un angle très technique, c'est-à-dire ils mettent en avant la nécessité de standards ouverts, de développer une infrastructure qui soit de bonne qualité, qui soit neutre techniquement, avec une plateforme centralisée, et ils mettent en avant des valeurs qui sont très commerciales, c'est-à-dire qui disent que, effectivement, pour que ce soit une infrastructure de qualité, pour fournir des services de qualité, il faut une professionnalisation, c'est-à-dire des normes et des standards en termes de qualité, de safety, une bonne documentation du code qui ne faisait pas forcément jusque-là partie des pratiques de l'open source. Et les fondations, quel est leur rôle? Elles vont régir finalement la collaboration entre les utilisateurs commerciaux et les fournisseurs pour favoriser l'innovation, la croissance. Donc on est sur des valeurs vraiment très techniques et commerciales. Alors pour les autres acteurs qui, eux, mettent l'accent sur le capitalisme de la donnée, eux, ils prennent un axe. Alors, on n'a pas dit que l'angle technique ne les intéresse pas. Bien évidemment, pour eux, la technique, elle est centrale, mais elle doit servir l'indépendance grâce à l'interopérabilité. Et en fait, l'angle économique et politique qui est pris là, c'est une critique des infrastructures centralisées qui sont contrôlées donc, par quelques grands acteurs de l'IT. Et donc, eux, ils sont vraiment dans des propositions d'alternatives pour plus de décentralisation, etc. Alors, je pense à Framasoft, mais je pense aussi à Matrix, je pense à Nextcloud, etc. Et donc, des propositions alternatives, mais on a toujours cette question de business model derrière, d'accord?
comment les rendre soutenables, et des demandes de régulation auprès des gouvernements ou des autorités européennes. Et eux, qu'est-ce qu'ils prônent? Ils prônent pas du tout des valeurs commerciales, mais plutôt des valeurs d'indépendance, l'égalité d'accès, la protection des données, la soutenabilité de l'open source, l'absence de contrôle, etc. Et les fondations, quel est leur rôle là-dedans? C'est de garantir l'indépendance et les principes de l'open source. Et donc nous en arrivons à notre dernier aspect de cette construction, c'est la relation entre les entreprises et les communautés. Parce que finalement, dans le discours, qu'est-ce qui se passe? On a des grands acteurs de l'IT qui, eux, voient une communauté unique de l'open source. C'est la communauté de l'open source et nous en faisons partie. Nous sommes aussi la communauté open source. We know developers because we are developers. C'est ce que dit Intel, par exemple. Donc, ils ont une relation avec la communauté qui apparaît comme des relations de travail et de production. Donc, la professionnalisation, les best practices, etc. Donc, on parle de collaboration, mais en fait, on professionnalise tout ça, on met en place des best practices et on mobilise la communauté sur des aspects qui vont au-delà du code, c'est-à-dire du marketing, de la communication. Donc on essaye de faire enrichir tout ça par la communauté. Et les licences ne sont pas un enjeu majeur. C'est-à-dire que souvent on dit la question des licences, oui finalement, même quand on leur pose la question, elle n'est pas si importante que ça. En revanche, ce qu'il faut, c'est ne pas faire peur aux développeurs en montrant une volonté de contrôle, etc. Donc c'est trouver ce juste équilibre en fait. Et pour eux, bien entendu, les coûts de gestion et de rémunération ne sont pas abordés, comme on l'a dit tout à l'heure. Pour les autres acteurs de l'open source et les autres types de fondations, on n'a pas ce même discours. On a un discours autour d'une diversité de communautés qui sont associées à des projets aux valeurs qui sont très distinctes. Et c'est des communautés qui vont être fluctuantes. Elles peuvent se dissoudre, elles peuvent migrer au gré de forks, etc. Et donc, finalement, la relation avec la communauté, elle est plus autour d'un partage de valeurs communes et un respect des principes de l'open source. On s'interroge sur le plaisir de contribuer, sur la question des licences, qui est très importante, avec des modifications parfois de licences qui ne sont pas acceptées, les valeurs et les objectifs des projets aussi, qui vont faire bouger la communauté. Donc finalement, on a une articulation business model respect des valeurs, c'est-à-dire qu'on se dit, OK, il faut un business model pour faire face aux coûts de développement, mais il faut aussi une licence compatible avec les valeurs du projet. Et donc, souvent, on se dit, bon, comment finalement trouver ce business model pérenne, et c'est très difficile, qui passe par la mise en place peut-être d'un écosystème impliquant plusieurs entreprises, voire des entreprises utilisatrices, en fait. Donc, en conclusion, ce que je pourrais vous dire, et ma conclusion va prendre la forme de questions, en fait. Les données, on s'aperçoit que c'est un nouvel actif stratégique, qu'on a effectivement une articulation entre la plateforme, l'infrastructure digitale et le marché de la donnée, et qu'effectivement, on a des grands acteurs qui se positionnent sur ce marché de la donnée en utilisant finalement les valeurs de l'open source et en se disant nous faisons de l'open source, nous participons à l'open source, nous respectons les valeurs open source, mais qui finalement, sur le marché de la donnée, n'ont pas les mêmes valeurs. C'est d'autres valeurs qui cette fois s'expriment, en fait. Donc en fait, on peut se demander quelle va être la trajectoire de l'infrastructure digitale, puisque ces entreprises ont essayé probablement d'orienter la forme et les valeurs de cette infrastructure digitale, enfin la forme et effectivement les modes de développement de cette infrastructure digitale pour servir leurs intérêts, qui ne le feraient pas. On peut se demander aussi quel est l'avenir pour l'écosystème de l'open source, puisqu'on a relevé vraiment des problèmes de soutenabilité, c'est toutes ces questions de sustainability. Comment va-t-il évoluer? Et puis, est-ce que ça va finalement tomber aux mains d'une poignée d'acteurs? Est-ce que les autres, ceux qui proposent des solutions alternatives, vont-ils mourir en fait? Et finalement, quels sont les enjeux et quel est le rôle des entreprises utilisatrices qu'on n'a pas beaucoup vues, on en a vu certaines, on n'a pas tellement communiqué avec elles, mais on s'aperçoit quand on les entend parler
Je pense notamment à une intervention de Véronique Turner d'Alterway qui dit mais les entreprises utilisatrices, il faut qu'elles collaborent. Alors effectivement, on parle de l'absence de collaboration d'Amazon, par exemple, qui cloudifie des choses, etc., mais aussi des utilisateurs, des grands utilisateurs. Et eux, il faudrait peut-être qu'ils aient un rôle finalement dans cette soutenabilité de l'écosystème open source. Et finalement, qu'est-ce qu'ils en pensent, qu'est-ce qu'ils comptent faire et quelles pourraient être pour eux les conséquences si on arrive à finalement une infrastructure digitale qui est contrôlée par ces grands acteurs qui vont de fait contrôler le marché de la donnée, ce qui risque d'avoir des conséquences certaines pour finalement les grands utilisateurs. Voilà ce que je voulais vous faire passer comme message et les résultats finalement de cette étude qui a été menée avec de nombreux collègues que je citais dans la première slide. Merci. Est-ce qu'il y a des questions, mon cher Philippe Roux? Non. Est-ce que toi, tu en as? Alors, moi, j'avais l'impression d'assister à un numéro inédit de Cache Investigation. Parce qu'on a découvert des choses cachées, des gens qui arrivent masqués, des procès d'intention. On est dans une série américaine un peu, là. Tout à fait. Et on ne voit pas la solution. Comment va être la fin? Est-ce que c'est une happy end ou pas? Puisque là, le modèle libertaire de l'open source, faute de sustainability, risque de s'écrouler. Et c'est encore une fois les grands méchants GAFAM qui vont emporter le morceau. Alors, est-ce que ce sont des grands méchants? Ça, c'est pas ce qu'on dit. On ne dit pas que ce sont des grands méchants. Non. À mes amis sponsors, vous êtes les bienvenus. On est juste en train de dire qu'il y a peut-être un rééquilibrage, un rééquilibrage qui devrait être pensé par les entreprises utilisatrices, qui pourraient participer à cet écosystème-là et qui pourraient effectivement peut-être rentrer dans des projets plus confidentiels, etc., et s'impliquer finalement dans cet écosystème open source. Voilà, c'est la question qu'on se posait du rôle, et on n'a pas encore répondu à cette question-là. On ne sait pas si c'est la solution ou pas. Voilà, est-ce que ces entreprises ont pensé aux conséquences finalement de l'évolution de tout ça pour leur propre activité? Est-ce qu'il ne peut pas y avoir un contre-pouvoir au niveau étatique, parce que c'est un marché trop petit, mais au niveau de la communauté européenne, pour justement de faire un balancier Tout à fait. Donc c'est ce que réclame aussi l'écosystème de l'open source, plus de régulation de la part, sur ces grosses entreprises. C'est encore pas quelque chose qu'on a creusé pour le moment. Pour l'instant, on en est à ces premiers résultats, mais effectivement, c'est une source, une perspective. C'est une perspective qui est mise en avant par les entreprises de l'écosystème open source, évidemment. Alors, très très modestement, certaines entreprises du CRI, et non des moindres, essaient de s'allier pour mettre en place des consortia interne de clients utilisateurs pour développer et faire fructifier les différentes codes qu'ils ont écrits. Donc ils sont un petit peu dans ce modèle-là, mais à leur échelle. Tout à fait. Donc c'est ce que je dis, je crois, dans mon avant-dernière slide, c'est effectivement créer des écosystèmes pour faire fructifier ces choses-là. C'est exactement ce dont vous parlez, que je n'ai pas eu le temps forcément. En tout cas, bravo pour le travail d'investigation. Non, mais c'est vrai. On n'a pas de solution, mais voilà. Mais vous avez réussi à lever le voile ou peut-être confirmer ce que certains pouvaient craindre de la part de grands acteurs. David, une petite question de conclusion. Pour moi, l'État et l'open source, ça faisait pas bon ménage au départ. Et finalement, c'était pas la culture de l'open source au départ. Et finalement, l'État pourrait servir à quelque chose. Finalement, aux yeux des utilisateurs. Et l'État pourrait être aussi un encore plus grand consommateur d'open source. Est-ce qu'on peut faire un parallèle avec l'organisation mondiale Bitcoins, c'est-à-dire le développement de cette monnaie qui a surpris tout le monde parce que ça continue de séduire? C'est un peu les mêmes logiques que l'open source, non? Alors je vous laisserai répondre à cette question. J'ai pas de réponse, j'ai aucune réponse. Moi, j'ai beaucoup de mal déjà à comprendre ce que c'est que l'organisation Bitcoin, mais ça fonctionne en open source au départ.
Non? Empire. Empire. Oui. Voilà. En PER, hein, pas PIRE. Ah bon, d'accord. Bon, ben c'est tout. C'était ma contribution. 2 ER, voilà. Même, oui. Pardon. Empire, c'est poire, c'est ça? Empire contre-attaque Voilà. ou Empire. Je vous connais bien Empire là. Bon, Bon, Laure, merci Laure. il nous reste à vous remercier de nous avoir ouvert ou éclairé, encore une fois, ce paysage mouvant. Vous êtes la bienvenue dans une prochaine édition de l'ITES, et puis peut-être faire plus ample connaissance avec les innombrables entreprises du CRIP qui contribuent modestement, au moins, au groupe de travail Open Source. Avec grand plaisir. Merci Laure. Merci à vous.